We found the needle in the haystack. C'est devenu l'actualité la plus brûlante du pays. Joseph DeAngelo. Investigators believe he's one of the most notorious serial killers and rapists in the country. Au bout de 44 ans, on le tenait enfin. Sleep better tonight. He isn't coming through the window. Un père militaire correspondait parfaitement avec le profil du suspect. Il ne riait pas à nos blagues. Quand ils ont arrêté Joe, tout le quartier a été épouvanté. On vivait à côté d'un monstre sans le savoir. Le tueur du Golden State vivait parmi nous, ici à Sacramento. Il avait passé ces 3 dernières décennies caché parmi nous. L'agent DeAngelo avait été surpris en train de voler. Il reste une question essentielle. Que savait sa femme? Il faisait peur aux femmes et aux enfants. Et je sais de quoi je parle. Je pense que ça va changer le regard qu'on porte sur ce type de crime et sur leurs auteurs. La traque du Golden State Killer marquera l'histoire. This case is why we lock our doors at night. Attacked all over California. The community was taken hostage. Brutal homicides. One of the most prolific serial killers in the history of this state, if not in this nation. Today we're going to launch a national campaign to help identify the Golden State Killer. Joseph James DeAngelo a été identifié comme étant le Golden State Killer, un individu qui a reçu plusieurs surnoms au fil du temps. De 1974 à 1975, il était le cambrioleur de Visalia. Il a commis une centaine de cambriolages et tué le professeur Claude Snelling. Claude Snelling a été abattu en septembre 1975. Ensuite, un policier de Visalia, l'agent Bill McGowan, s'est retrouvé nez à nez avec son meurtrier. Le suspect lui a tiré dessus, mais cette fois-là, un portrait robot a pu être établi. Quand on compare ce dessin aux photos de Joseph DeAngelo à l'époque où il était policier à Exeter, la ressemblance est frappante. Il n'est donc pas étonnant que le cambrioleur n'ait plus fait parler de lui après ça. Il n'y a pas eu d'autres incidents signalés dans la région d'Exeter-Visalia. Pourtant, DeAngelo a continué à travailler là-bas pendant encore 6 mois. Il était dans une période transitoire. Il réfléchissait à son avenir professionnel. En 1976, Hank Fry, le chef de la police d'Exeter, a démissionné. L'ancien sergent de patrouille de la police de Visalia a alors été recruté dans l'urgence pour le remplacer. Il est donc devenu le nouveau supérieur de Joe DeAngelo dans la police d'Exeter. Et cet homme avait activement recherché le cambrioleur de Visalia pendant plus d'1 an. Il fallait s'attendre à ce que ses anciens collègues enquêteurs là-bas fassent prendre de ses nouvelles. Exeter est vraiment tout près de Visalia. C'était une situation inconfortable pour DeAngelo. Il savait que s'il restait, il avait de grandes chances d'être démasqué. Il a dû avoir peur qu'on l'identifie. En juin 1976, les viols ont commencé dans l'est de Sacramento. Où était DeAngelo quand cette série d'agressions a commencé? À Sacramento. Il se trouvait justement dans la région pour y suivre une formation. Ensuite, en août 1976, il a intégré la police d'Auburn. C'est une petite localité située à environ une demi-heure de route au nord de Sacramento. Il aurait changé plus tôt s'il avait pu. Il avait déposé une candidature bien avant ça au cas où un poste se libérerait dans leur service. Il savait qu'il risquait d'être reconnu à Exeter. À mon avis, c'est ce qui l'a poussé à partir. Je suis arrivé un jour et on m'a dit qu'il avait déménagé parce qu'il avait trouvé un autre travail. Je suis convaincu que Joseph DeAngelo a quitté la police d'Exeter parce qu'il craignait de croiser un jour mon père dans le cadre de son travail. Je sais qu'il l'aurait reconnu tout de suite s'il avait eu affaire à lui. Et l'histoire se serait sans doute finie différemment. Quand on compare la période pendant laquelle le violeur des quartiers Est a sévi dans le nord de la Californie et sa carrière dans la police d'Auburn, on constate qu'elle coïncide presque parfaitement. Les viols ont commencé en juin 1976. Joseph DeAngelo a été recruté par la police d'Auburn en août 1976. Pendant que ces agressions sexuelles étaient commises dans le nord de la Californie, lui travaillait à 2 pas comme agent dans une ville voisine.
Auburn était une petite bourgade située dans les collines en périphérie de Sacramento, une ville dortoir avec des habitants appartenant principalement à la classe moyenne. On était à 50 km de Sacramento. Ça prenait 45 minutes en voiture. Notre criminalité se limitait essentiellement au cambriolage et au vol à l'étalage. Bref, aux atteintes aux biens. J'étais sergent de patrouille quand Joe DiAngelo a été embauché comme simple agent. Il était d'allure athlétique, 1m78 pour 78 kg environ. C'était un policier très moyen, voire médiocre. Je ne me souviens pas qu'on lui doive une quelconque arrestation significative. Il suivait le mouvement. Je suis persuadé qu'il avait tout ce qu'il fallait pour devenir un très bon élément s'il l'avait voulu. Il en avait les capacités physiques et intellectuelles. Mais ça ne l'intéressait pas. Il était trop occupé à chercher des proies. Être dans les forces de l'ordre, ce n'était qu'un travail alimentaire pour lui. Par la suite, je crois que j'étais lieutenant à ce moment-là, nous avons reçu une plainte d'une de nos concitoyennes. Ça concernait le comportement en service de l'agent DiAngelo. Il était un peu trop tactile. Alors un jour où je passais près d'un endroit où il avait été appelé, je me suis dit que j'allais m'arrêter pour observer ses méthodes et me faire ma propre opinion. C'était à une station-service. Il discutait avec la plaignante et en même temps qu'il lui parlait, il la touchait. Je la voyais reculer, mais il continuait. Il était clair qu'il envahissait son espace. La femme n'arrêtait pas de reculer. Après ça, je lui ai expliqué qu'il ne pouvait pas se conduire de la sorte, ne serait-ce que pour des raisons de sécurité. Il devait maintenir une distance avec les gens, ne pas envahir leur espace et rester professionnel. Il était dépité et il avait tendance à bouder quand il était contrarié ou quand on le réprimandait, un peu comme un gamin. Il me faisait penser à un fils qui cherchait l'assentiment de son père. La série de viols a donné lieu à de multiples portraits robots du suspect. Je n'ai pas reconnu Joe DiAngelo. Lui avait les cheveux courts et un début de calvitie. Il portait la moustache. Pour moi, il ne ressemblait pas au dessin. Après le meurtre des Maggiore à Rancho Cordova, 2 portraits robots ont été diffusés dans les médias. L'un d'eux avait une moustache. Avec le recul, on se dit que c'était vraisemblablement lui qui fuyait la scène de crime. S'il n'y avait pas eu l'ADN, je n'aurais sans doute pas cru que ça puisse être lui. J'aurais même juré le contraire. Je ne vois pas comment il aurait pu quitter Auburn pendant son service sans que son sergent s'en rende compte. Parce qu'à ce poste, on est en communication constante avec ces hommes. Mais l'ADN est formel. Après avoir commis de telles monstruosités, il a dû être rongé par la peur durant toute sa vie. Peu après le meurtre des Maggiore, il a cessé de sévir à Sacramento. Il est descendu vers Modesto, Stockton et sur la baie. En juillet 1979, nous avons reçu un appel provenant du bureau du shérif du comté de Sacramento. On nous informait que l'agent Joe DiAngelo avait été pris en train de voler un marteau et un spray répulsif contre les chiens. Après juillet 79, on n'a recensé aucune agression sexuelle du même violeur dans le nord de la Californie. On s'est donc demandé pourquoi il avait arrêté et changé de région. En juillet 1979, nous avons reçu un appel provenant du bureau du shérif du comté de Sacramento. On nous informait que l'agent Joe DiAngelo avait été arrêté pour vol à l'étalage dans la région de Citrus Heights. Il avait été surpris en train d'essayer de dérober un marteau et un spray répulsif contre les chiens. Il avait apparemment caché ses articles sous sa chemise, au-dessus de sa ceinture, et était sorti du magasin sans payer.
Si je me souviens bien de ce qu'ils m'ont dit, il a été pris de panique et il a essayé de s'enfuir, si bien que les agents de sécurité du magasin ont dû l'attacher à une chaise jusqu'à l'arrivée de la police. Ça a dû être un événement marquant dans sa vie. Quel genre de policier vole à l'étalage? Et puis surtout, regardez ce qu'il a volé. Un marteau et un répulsif contre les chiens. Il devait avoir très peur que ces objets révèlent d'autres choses bien plus compromettantes sur lui. On a envisagé que le violeur des quartiers Est conditionne les chiens à sa venue avant de frapper. Parce qu'au cours de ces agressions, un grand nombre de chiens n'avaient pas réagi, comme ça aurait dû être le cas selon leur maître. Le vol de ce produit répulsif, en 79, laisse penser qu'il les aspergeait peut-être et que par conséquent, ça les dissuadait d'aboyer. Ou alors, la deuxième hypothèse serait qu'il s'en mettait sur lui, pour que les chiens préfèrent rester à l'écart. Je n'en sais rien. Quand vous pulvérisez un produit répulsif sur un chien, ça lui irrite le museau, la gueule. Les chiens n'ont pas de canaux lacrymaux. L'animal va s'éloigner de vous sur le champ et il ne vous oubliera pas de sitôt. La fois suivante, il fera immédiatement l'association en vous voyant et il ne vous approchera pas. Si D'Angelo était aussi inquiet d'être découvert et de devoir répondre de ses crimes, alors pourquoi voler à l'étalage? Parce qu'il est arrogant. Ce n'était sûrement pas son premier vol. Pour moi, le licenciement était la seule option envisageable. Je n'ai eu aucune hésitation. Il ne s'agissait pas que d'un simple vol. C'était aussi une question morale. Il avait trahi notre confiance en enfreignant la loi, alors qu'il était censé en être le garant. La procédure a pris quelques semaines. Joe s'est fait aider par un avocat pour la partie disciplinaire. Et il en a engagé un autre pour s'occuper des poursuites judiciaires. Il a plaidé non coupable pour le vol à l'étalage et a voulu aller jusqu'au procès. Mais le jury a rendu un verdict de culpabilité. Après avoir été déclaré coupable, il a renoncé à contester son renvoi. Et le 1er novembre 1979, c'était terminé. Peu de temps après, il a quitté la région d'Auburn. Et je n'avais jamais repensé à Joe D'Angelo, du moins jusqu'à récemment. Son nom est cité dans le journal et associé à un crime. Est-ce pour cette raison qu'il a arrêté et qu'il a changé de zone géographique? Je pense que oui. Joseph D'Angelo perd son emploi dans la police. Et après ça, on observe un changement dans son comportement criminel. C'est un événement incroyablement stressant pour lui, et pour plusieurs raisons. Un licenciement est stressant pour n'importe qui, mais dans son cas, il perd également l'autorité que lui conférait son statut de policier au quotidien. Donc pour lui, ça a une importance capitale. Il voit ça comme un échec. Or, il ne supporte pas l'échec. Son évaluation psychologique a montré qu'il était arrogant. Il est en colère et stressé, et ses émotions se ressentent dans les crimes qu'il continue de commettre. Joe D'Angelo descend dans le sud de la Californie fin 1979 et commet d'autres crimes durant les 6 années suivantes. Il va notamment tuer 10 personnes. Il s'interrompt par moments sans qu'on puisse s'expliquer vraiment pourquoi. On sait qu'il a acheté un terrain et une maison avec sa femme en 1980 à Sacramento. Des crimes ont été commis à cette période dans le sud de la Californie. J'en déduis qu'ils ont dû habiter dans le sud à un moment donné. On essaie encore de combler les trous. Certains indicateurs montrent qu'il a très vite retrouvé un emploi de mécanicien après son renvoi de la police d'Auburn. J'ai appris qu'il avait aussi travaillé pour la compagnie du gaz et de l'électricité du Pacifique. Il avait des compétences en plongée depuis l'armée. Son travail consistait à remonter des pompes de vidange dans leur centrale. Peu de temps après l'affaire Chéri Domingo Greg Sanchez, il a eu un premier enfant, une fille. Après sa naissance, il y a eu une interruption de 5 ans sans aucun crime signalé, en tout cas connu. Être père de famille l'a peut-être obligé à rester davantage chez lui plutôt que de sortir commettre des crimes. En mai 1986, a lieu le meurtre de Janelle Cruz à Irvine, en Californie, et peu de temps après, sa deuxième fille naît à Los Angeles. On ne lui connaît pas d'autres crimes après le meurtre de Janelle Cruz en 1986. D'après la chronologie,
La naissance de ses enfants coïncide plus ou moins avec la fin de son activité criminelle. Sa dernière fille est née en 89 et on n'a plus rien après 86. Il a passé ces 3 dernières décennies caché parmi nous. Je me demande parfois si ce n'est pas l'ADN qui a poussé Joe DiAngelo à mettre fin à ses agissements. Je pense qu'il a compris qu'il finirait par se faire prendre s'il continuait. Vers la fin des années 80, les DiAngelo sont retournés vivre à Sacramento. C'est là qu'est née leur 3e fille, en 89. Il travaille dans une société de livraison pour la grande distribution. Il s'occupe de l'entretien des camions qui approvisionnent les grandes surfaces de la région. L'emploi qu'il a gardé le plus longtemps est aussi celui où il avait peu d'interaction avec les gens. Il n'était pas en contact avec le public. Bien sûr, il avait des collègues, mais il ne travaillait pas en étroite collaboration avec eux. Il a un travail fixe où il se rend tous les jours. Il a 3 enfants, il est présent dans leur vie au quotidien. Finalement, il a la vie de Monsieur Tout-le-Monde. J'ai habité derrière chez Joe pendant 3 décennies. J'ai fait la connaissance de la famille DiAngelo quand elle a emménagé dans le quartier. J'avais 5 ou 6 ans. J'étais ami avec leur fille. On jouait ensemble dans notre jardin. Il y a toujours eu des chiens et beaucoup d'enfants chez nous. Ça pouvait être la pagaille quand tout le monde s'y mettait. La famille DiAngelo avait l'air heureuse par moments. Et à d'autres moments, elle faisait peur. J'ai de bons souvenirs de lui jouant avec ses filles dans le jardin. Et au moins autant de terrifiants. Quand il hurlait tout seul dans le jardin, contre lui-même, contre sa famille, contre ses enfants. Il parlait mal, il répétait toujours les mêmes choses. Il était en colère contre les femmes. Il criait sur ses filles, sur sa femme, il se disputait beaucoup. Rien d'anormal. Mais il passait aussi beaucoup de temps dans le jardin tout seul à vociférer. D'ailleurs, mon père allait souvent à la clôture pour lui dire de se calmer. Il faisait peur dans ces moments-là. Je me souviens d'une fois en particulier où il m'a vraiment effrayé. Je regardais de l'autre côté de la clôture et Joe s'est avancé dans ma direction après avoir passé ses nerfs sur je ne sais qui. Il avait le visage rouge de colère. Ses joues en tremblaient encore et ses cheveux blonds étaient dressés sur sa tête. J'ai vraiment vu à ce moment-là comment un être humain pouvait être transformé par la rage. Ça m'a marqué, enfant. En vieillissant, DiAngelo a cessé d'agresser des femmes et de tuer, parce que ses capacités physiques avaient diminué. Mais je suis persuadé qu'il a continué à sortir de chez lui et à se livrer à des délits mineurs, du genre vol à l'étalage, voyeurisme sans doute, pour avoir sa dose de frissons. C'était sans doute moins excitant que ce qu'il ressentait quand il était un prédateur sexuel actif, mais c'était mieux que rien pour lui. Il en avait besoin, jusqu'au jour où il a été arrêté. Il est faux de penser que la gravité des actes d'un individu ne fait qu'augmenter tout au long de son parcours criminel sans jamais retomber à un niveau inférieur. Les premiers délits sont souvent liés à une déviance sexuelle. Ça peut être du voyeurisme ou des appels téléphoniques obscènes. Le Golden State Killer pratiquait les deux. Même âgé, si vous interrogez des voisins, ils vous diront avoir remarqué des comportements de voyeurs de sa part ou avoir été victime d'intimidation. Un jour, Joseph DiAngelo a laissé des menaces de mort sur notre répondeur. Le message était anonyme, bien sûr, et le numéro de téléphone était masqué. Il disait « Si vous ne faites pas taire votre chien, il y aura des morts dans votre famille. » Mon père a tout de suite reconnu la voix de DiAngelo. Il a bondi, il s'est dirigé vers la clôture entre nos deux maisons. Il a vu de la lumière chez lui, alors il lui a crié de sortir s'expliquer sur les menaces qu'il faisait à sa femme et à ses enfants. Joe est sorti. Il a admis avoir laissé ce message sur notre répondeur. Mon père a explosé. Il voulait le frapper. Il avait dépassé les bornes. Mais Joe n'avait pas du tout envie de se battre. Il a tourné les talons et il est rentré chez lui. Il faisait peur aux femmes quand elles étaient seules. Il faisait peur aux enfants. Et je sais de quoi je parle.
Mais devant des hommes adultes, il perdait son assurance. Il n'était plus aussi impressionnant. Mon père trouvait que Joe était un lâche. Vers 1991, sa femme a demandé le divorce sans aller au bout de la procédure. D'après ce qu'on sait, c'est à cette période qu'elle est partie vivre ailleurs. Ils sont séparés depuis. Ces 3 dernières décennies, il s'est fondu dans la masse, un peu comme un caméléon finalement. Si vous l'aviez vu dans la rue, vous l'auriez pris pour un papy ordinaire. Le tueur du Golden State vivait parmi nous, ici à Sacramento. Ce prédateur était vivant et il menait sa petite vie au milieu de la même communauté qu'il avait terrorisée. Je me suis aperçu que Joseph DiAngelo et moi avions habité tout près l'un de l'autre à une certaine époque. Il vivait à moins de 2 minutes de chez moi. Il faisait ses courses dans le même centre commercial que moi. Il a peut-être fait la queue juste derrière moi. Ça m'effraie quand j'y repense. Je prends ça pour une provocation supplémentaire de sa part. C'est comme s'il avait décidé de continuer de s'immiscer dans notre vie toutes ces années après. Il passe partout parce qu'il sait comment se comporter. Il sait quoi dire et quoi faire. Il connaît les codes. Il savait comment passer inaperçu, où qu'il soit. Joe s'est caché derrière beaucoup de masques. Il a caché sa véritable nature à ses collègues policiers, à ses concitoyens, ceux-là même qu'il était supposé protéger du danger, et à sa propre famille. Monsieur DiAngelo a porté l'uniforme de la police, mais c'est vraiment tout ce qu'il a fait. Pour lui, ce n'était qu'un déguisement, un costume qu'il a enfilé pendant un certain temps pour dissimuler ce qu'il était vraiment. On a du mal à croire qu'un homme puisse être diabolique à certains moments et paraître complètement normal le reste du temps. Mais il me semble que dans le cas de Joe DiAngelo, c'est pourtant ce qu'il a réussi à faire. Il reste une question essentielle. Que savait sa femme? Joseph DiAngelo s'est marié en 1973. Pendant toutes les années où il a sévi, sa femme vivait à ses côtés. Comment réussissait-il à jongler entre son travail, ses crimes et sa vie de père de famille? Je ne sais pas comment il a fait. Pour moi, ça reste un mystère. Sa femme n'était peut-être pas au courant de ses agissements. Mais moi, à sa place, je pense que j'aurais posé des questions. Où vas-tu tout le temps comme ça? Que fais-tu durant tout ce temps dehors? Dans les années 1970, ils venaient d'emménager dans la maison qu'ils avaient achetée à Auburn. Un soir, au cours d'une patrouille, Joe m'a invité à venir la visiter. C'était un pavillon familial classique, avec 3 chambres. Il a mentionné que sa femme et lui faisaient chambre à part. J'ai trouvé ça très bizarre pour des jeunes mariés. Il est possible que la femme de Joseph DiAngelo trouvait normal qu'il passe autant de temps en dehors du foyer. Elle avait peut-être grandi avec un schéma familial similaire. On sait que son père avait été arrêté pour voyeurisme, un acte qui reflète une déviance sexuelle. Je ne sais pas ce qu'elle savait des activités de son père. Peut-être qu'il estimait qu'en tant qu'homme de la maison, il n'avait pas de compte à rendre. Alors elle n'a pas trouvé bizarre que son mari passe autant de temps dehors. Le Golden State Killer était un maître dans l'art de la manipulation. Ça veut dire qu'il n'était pas le même avec elle. C'est un homme intelligent. Il sait ce qu'il peut révéler ou non et à qui. On ne peut pas présumer qu'elle devait forcément se douter de quelque chose. On n'en sait rien. C'est quand même étonnant pour une avocate spécialisée dans les divorces.
Plein de raisons peuvent pousser un couple à rester marié aux yeux de la loi tout en vivant séparément. Ça peut être à cause d'une assurance vie ou bien des enfants. Ils en avaient 3. Je ne pense pas qu'il faille en tirer des conclusions. Tout ce qu'il avait volé aux victimes était intéressant dans le cadre de l'enquête, qu'il s'agisse d'objets de valeur ou de simples souvenirs. On est passé par les médias pour tenter de les retrouver. Parmi eux, il y avait des bijoux très reconnaissables, mais on n'a jamais réussi à mettre la main dessus. Joseph DiAngelo était extrêmement prudent. S'il détenait un objet dont il pensait qu'il pouvait le trahir, vous pouvez être sûr qu'il aura fait le nécessaire pour s'en débarrasser. Il l'aura détruit ou caché dans un endroit inaccessible. Je pense qu'il n'a pas pu se résoudre à tout jeter. Je suis sûr qu'il en a gardé quelques-uns. Il ne s'en est pas débarrassé. DiAngelo pêchait. Il avait ses coins favoris. Je l'imagine bien cacher ses objets dans un pot dans l'eau et le remonter à l'occasion pour se remémorer ses actes. Cet homme avait de l'imagination. Il y a plein de possibilités. Mais je pense quand même qu'avec le regain d'intérêt des médias ces dernières années, sa paranoïa s'est sans doute accentuée et il a dû prendre les devants au cas où il se ferait arrêter. Je parie que si on avait frappé à sa porte il y a 10 ans, ses souvenirs auraient été dans sa chambre. Lui seul sait ce que sont devenus ces objets. C'est un prédateur unique en son genre. Selon les profileurs du FBI avec qui j'en ai parlé, le Golden State Killer avait un niveau d'intelligence criminelle relativement élevé. C'est ce qui lui a permis d'échapper à la police et de ne pas éveiller les soupçons pendant plus de 40 ans. Tous les profileurs sont très curieux d'entendre ce que Joseph DiAngelo a à dire sur ses crimes, sur ses motivations et sur son enfance. Et si on finit par en apprendre plus sur lui et par mieux comprendre la complexité de sa personnalité, je pense que ça changera complètement notre manière d'analyser ce type de crimes et leurs auteurs à l'avenir. À mon avis, si on veut faire parler Joseph DiAngelo, il faut flatter son ego. S'il est fier de ce qu'il a fait en tant que Golden State Killer, s'il le revendique, il y a une chance qu'il veuille savourer sa gloire, quitte à mettre en péril sa défense. Il choisira la notoriété. Mais si on n'arrive pas à l'amener à voir les choses de cette façon, s'il conserve la prudence qu'il a toujours montrée, je pense qu'il est suffisamment malin pour savoir qu'avouer ne l'aidera pas. Par conséquent, il ne dira rien. Je pense que notre présence à ces comparutions, c'est une façon pour nous victimes de reprendre le pouvoir. Dans ces moments-là, nous ne sommes plus ces victimes. Nous sommes celles qu'il n'a pas réussi à anéantir, les survivantes. Au début, il se montrait triste, larmoyant, il était en fauteuil roulant. Et puis, rapidement, il est venu en marchant et la rage est réapparue sur son visage. Ces derniers mois, DiAngelo a perdu beaucoup de poids. Peut-être parce que la prison lui a imposé une autre alimentation. Il y avait plusieurs pots de beurre de cacahuète entamés chez lui, près de son ordinateur. Il le mangeait à la petite cuillère. C'est très calorique. Aujourd'hui, en prison, il est au régime sec. Well, thank you for joining us here today for an update on the case of Joseph James DiAngelo. This human predator took a path through all of these counties in our state, and wherever he went, he left a wake of terror in his path. Each of these DAs have taken various things into account to determine how and where to handle this trial. So as a group, we've determined that the trial should take place in Sacramento. Because of a successful and an amazing collaboration
of law enforcement officers and district attorneys across this state. I fully support the consolidation of this case and the prosecution going forward in Sacramento. Une affaire comme celle-là était d'une ampleur inédite dans l'histoire judiciaire de notre pays. Jamais autant de juridictions n'avaient été concernées par un seul et même dossier. J'étais présent pour la lecture de l'acte d'accusation à Sacramento. Le meurtre de Claude Snelling ouvrait la liste des chefs d'accusation présentés par le procureur. C'est le point de départ de l'histoire. Penser que cette tragédie qui a fini par toucher tout l'État est partie de chez nous, de nos petites villes de Visalia et Exeter, ça fait froid dans le dos. J'ai été surprise en apprenant que le procès se tiendrait ici, dans le comté de Sacramento. Depuis, on sait que de nouvelles charges d'enlèvement ont été ajoutées à celles de plusieurs viols et que les victimes seront appelées à témoigner. La population locale est rassurée de voir que la justice fait son travail et qu'elle va pouvoir suivre le déroulement du procès de près puisqu'il se tiendra ici. Le procès a lieu à Sacramento, mais les poursuites sont conjointes. Avec le recul, je pense que c'était le bon choix. C'est notre laboratoire qui a effectué les analyses ADN qui ont tout changé. Beaucoup de victimes étant originaires de Sacramento, leurs familles sont ici. Ils vivaient là. Il est logique que ça se termine ici, à Sacramento. Je suis contente qu'il puisse être traduit en justice. J'espère seulement qu'il ne mourra pas avant. Je sais que ça pourrait prendre 5 ans, et il n'est plus tout jeune. Si le juger à Sacramento peut permettre d'accélérer la procédure, je suis pour. De mon point de vue d'enquêteur, avec les preuves ADN qu'on a, ça ne fait aucun doute. Il est le Golden State Killer. En ce qui me concerne, sa condamnation est une simple formalité. S'il devait mourir avant qu'elle intervienne, pour moi, ça ne ferait pas une grande différence. Mais pour les victimes, oui. Elles veulent obtenir justice. Alors j'espère que le procès ira jusqu'au bout. La procédure judiciaire va prendre du temps, ne serait-ce qu'à cause du nombre de chefs d'accusation. Sans doute plusieurs années. Il est bien évident que nous souhaitons aller le plus vite possible. Les faits sont anciens, nos témoins ne rajeunissent pas, nous non plus. Alors nous voulons faire preuve d'efficacité. Et en même temps, M. DiAngelo a droit à un procès équitable. Cette enquête très longue et sa résolution ont eu de grandes répercussions. Les crimes commis par DiAngelo il y a 40 ans ont eu une influence sur nos méthodes de travail aujourd'hui. L'affaire du Golden State Killer et l'identification de M. DiAngelo ont permis des avancées. Désormais, la police protège la population plus efficacement. C'est à cause de cette affaire, dès le début des années 70, qu'est née notre brigade cynophile. Les interrogatoires n'étaient pas enregistrés avant qu'on commence à enquêter sur ce dossier. Il a fait évoluer nos pratiques. Cette affaire a eu des répercussions directes sur la législation de l'État de Californie dans le domaine des prélèvements ADN. La proposition 69 a grandement élargi les lois californiennes sur le recueil de l'ADN, et un groupe de travail réunissant des services de police et de justice de plusieurs juridictions a été créé pour cette enquête. Cette collaboration était inédite et novatrice. Depuis que nous avons annoncé avoir identifié le Golden State Killer grâce à la généalogie génétique, de nombreux services de police dans le pays, mais aussi à l'étranger, m'ont contacté pour savoir comment nous avions fait. Depuis que nous disposons de cet outil supplémentaire qu'est la généalogie, nous voyons d'autres enquêtes aboutir enfin à leur tour. Des affaires non élucidées depuis des décennies se voient soudainement résolues et le coupable est mis derrière les barreaux. À ce niveau-là aussi, l'affaire du Golden State Killer fera date dans l'histoire. Je sais ce que j'ai enduré à cause de lui, ce que mes amis ont enduré, la communauté, ses propres enfants. Je me suis très souvent demandé ce que je serais devenue, quelle personne j'aurais été. S'il n'avait pas été là. Ça n'a pas été que 3 heures dans une journée. Ce viol, je vis avec depuis 42 ans.
Une série de crimes comme celle commise par le Golden State Killer est unique dans les annales. C'est difficile à expliquer. C'est une de ces affaires dont on sait qu'on ne pourra jamais l'oublier. Il y en a quelques-unes comme ça. Des enquêtes comme celle-là, on ne voit ça qu'une fois dans sa vie. J'aurais du mal à trouver les mots pour exprimer la satisfaction que l'on peut ressentir après avoir résolu ce que je considère personnellement comme l'une des plus grosses affaires criminelles de l'État, sinon du pays. On le doit vraiment à notre persévérance. Le Golden State Killer n'aurait jamais été identifié sans la ténacité des enquêteurs. Ils étaient déterminés à démasquer et à interpeller ce meurtrier, quoi qu'il en coûte. Ce qui m'a fait tenir dans cette enquête, c'est la recherche de la vérité. Même si elle n'était pas agréable à entendre, même si le suspect est un ancien policier. Ça ne fait pas plaisir, mais c'est la vérité. C'est ce qui me guide dans toutes mes enquêtes. Je n'ai jamais envisagé d'abandonner. Nous ne sommes pas du genre à nous laisser décourager. Il m'est arrivé d'être à deux doigts de renoncer, mais à chaque fois, cette affaire m'a remotivé. J'espère que ce qu'on retiendra de cette histoire, c'est que malgré les frustrations, les montagnes russes émotionnelles, il faut tenir, ne jamais baisser les bras. Ma principale source de motivation dans ce dossier, ce sont les victimes. Après avoir traversé des épreuves aussi terribles, quand je vois ce qu'elles sont devenues, leur force, je tenais à ce que nous, quand je dis nous, je parle de l'ensemble des forces de l'ordre, soyons à la hauteur. Nous avons enfin résolu cette affaire, identifié le coupable et écarté le danger. C'était notre mission d'apporter de la sérénité aux familles des victimes, à celles qui ont survécu, mais aussi à la communauté. On n'a jamais oublié ces victimes. Même après avoir pris leur retraite, certains inspecteurs, qui n'étaient donc plus payés pour ça, ont quand même continué de chercher. Cette affaire a hanté beaucoup de gens, nous y compris. Elle nous a suivis toute notre vie. Depuis son arrestation, pas un jour ne passe sans que je pense à cette histoire. Je me demande constamment si je n'aurais pas dû voir quelque chose. J'ai beaucoup de mal à comprendre comment un être humain peut faire ça, comment lui a pu faire ça. Nous pouvons remercier Paul Halls, le bureau du procureur de Sacramento, le bureau du shérif de Sacramento et aussi le FBI, parce qu'ils n'ont jamais abandonné cette affaire. Je leur suis très reconnaissante d'avoir continué, même quand ils étaient dans l'impasse. Et ils en ont connu beaucoup. J'ai du mal à exprimer à quel point ma gratitude est immense. J'ai acheté une rose pour chaque année passée depuis mon agression. Je comptais les offrir à Anne-Marie Schubert pour lui témoigner ma reconnaissance éternelle. C'est en essayant de faire tenir 42 roses dans un vase que j'ai pris conscience du nombre d'années qui s'étaient écoulées. Merci de ne pas avoir abandonné, d'y avoir toujours cru et d'avoir continué à croire qu'il était en vie. Les enquêteurs ne savaient pas que l'ADN et les nouvelles technologies les aideraient un jour. Où que vous soyez, on vous retrouvera. Ils en ont fait une vérité. La résolution de cette affaire a fait ressortir le meilleur des forces de l'ordre. La persévérance, la passion, la volonté de résoudre un cold case vieux de 40 ans. Ce sont ces qualités qui nous ont permis d'en arriver là, même si tout n'est pas encore terminé. Je pense qu'il va falloir encore un peu de patience au public. La phase judiciaire ne fait que commencer. C'est le premier procès qui repose sur cette utilisation de l'ADN. C'est un premier pas vers la guérison pour les victimes. L'arrestation de Joseph DeAngelo n'était que le début. Certainement pas la fin du combat.